Je m'appelle Michael Reeves, et il y a quelques jours, j'ai célébré avec Stéphanie ce que nous pensions être un jalon indestructible, notre 25e anniversaire de mariage. Nous avions réservé une table dans un restaurant français très raffiné, un lieu qui, en apparence, incarnait le luxe et le romantisme. Pourtant, dès notre arrivée, l'atmosphère a pris une tournure inattendue. Alors que je m'attendais à une soirée de retrouvailles et d'échanges passionnés, j'ai vite remarqué que quelque chose n'allait pas. Assis à une table élégamment dressée, entouré de nappes immaculées et de chandelles vacillantes, je ne pouvais m'empêcher de comparer cette scène à tous les souvenirs heureux que nous avions accumulés au fil des ans. Pourtant, en observant Stéphanie, je me suis rendu compte qu'elle ne semblait plus être la femme vibrante que j'avais épousée il y a 25 ans. À chaque instant, son regard était rivé sur son téléphone, et ses réponses, lorsqu'elle daignait m'adresser la parole, étaient brèves, presque mécaniques. J'essayais de lancer la conversation, de capter ne serait-ce qu'un fragment de son enthousiasme d'antan, mais mes tentatives se heurtaient à un mur de silence et de froideur. Chaque détail de la soirée accentuait ce malaise grandissant. La musique douce, les rires feutrés des autres convives, tout contrastait avec la distance que je ressentais à mes côtés. Je me suis surpris à scruter chacune de ces expressions, à chercher désespérément un indice qui m'expliquerait ce changement soudain. Stéphanie, qui avait toujours su illuminer nos soirées par sa vivacité et sa complicité, semblait désormais absorbée par un monde auquel je n'avais plus accès. Son téléphone était devenu, semble-t-il, la seule fenêtre sur une réalité qu'elle voulait partager avec quelqu'un d'autre. Au fil du repas, une pensée obsédante s'est imposée à moi, comment pouvais-je ignorer ce décalage, cette froideur qui s'était insinuée dans notre quotidien. J'ai repensé à toutes ces années durant lesquelles nous avions traversé ensemble les hauts et les bas, convaincu que rien ne pouvait ébranler la solidité de notre union. Et pourtant, ce soir-là, j'avais l'impression que chaque sourire forcé et chaque mot échangé n'était que l'ombre d'un lien qui se détériorait lentement. Ce qui me troublait le plus, c'était l'énigmatique explication de ces « réunions de travail » nocturnes. Elle évoquait ces rencontres avec une désinvolture déconcertante, comme si elles étaient parfaitement normales. Pourtant, le moindre détail me semblait suspect, comment se faisait-il qu'elle rentre toujours à l'heure, malgré ses prétendues obligations tardives? Cette incohérence me laissait perplexe et, pour être honnête, profondément inquiet. Chaque mention de ces réunions semblait creuser un fossé invisible entre nous, alimentant mes doutes et mes interrogations. Pendant que le dîner se poursuivait, j'essayais de comprendre. Était-ce simplement le poids des années qui commençait à peser sur nous, ou y avait-il autre chose, quelque chose d'inexprimé, qui se cachait derrière ce comportement distant? Je me souviens m'être lancé des regards interrogatifs, me demandant si j'avais manqué des signaux, ou pire encore, si j'avais imaginé toute cette froideur. La soirée, qui aurait dû être une célébration de notre amour et de notre complicité, se transformait en une lutte silencieuse contre un malaise insidieux qui grandissait en moi. Lorsque vint l'heure du dessert, j'ai tenté une dernière approche. J'ai osé lui poser quelques questions sur ces soi-disant réunions, espérant qu'en parlant ouvertement, nous pourrions peut-être retrouver un semblant de cette proximité d'antan. Sa réponse, toujours mesurée et sans véritable émotion, ne m'a offert aucun réconfort. Elle répétait, avec une monotonie presque inquiétante, que tout allait bien, que ses obligations professionnelles étaient indispensables, sans jamais m'expliquer pourquoi ces réunions semblaient avoir un impact aussi marqué sur notre quotidien. En quittant le restaurant, la nuit avait enveloppé la ville d'un voile de mystère, et je me suis retrouvé seul avec mes pensées. Stéphanie, fidèle à elle-même, rentrait à l'heure, comme si rien n'avait changé. Pour moi, chaque pas sur le trottoir était une marche vers une réalité qui me paraissait de plus en plus incertaine. La perfection apparente de notre mariage se fissurait sous mes yeux, éclatant à tous les niveaux, et je me demandais si je n'étais pas le seul à percevoir cette transformation. Sur le chemin du retour, sous un ciel parsemé d'étoiles indifférentes, j'ai compris que parfois, même ce qui semble le plus solide peut s'effriter sans crier gare. Ce 25e anniversaire, qui devait être le symbole de notre réussite commune, s'est mué en une interrogation douloureuse sur notre avenir. Je ne sais pas encore comment ou si nous pourrons réparer ces failles qui se sont creusées entre nous, mais une chose est certaine, cette soirée a marqué un tournant. J'ai désormais la certitude que notre mariage, malgré ses apparences de perfection, cache des réalités que j'aurais préféré ignorer. Et à présent, je me retrouve face à un dilemme déchirant, continuer à croire en l'amour qui nous a unis pendant tant d'années ou accepter que certaines vérités sont trop douloureuses pour être ignorées. Je ne sais plus vraiment par où commencer. Après cette soirée douloureuse, j'ai commencé à remarquer des détails qui m'ont glacé le sang. D'abord, en vérifiant nos relevés bancaires,
j'ai constaté que des milliers de dollars s'évaporaient de notre compte commun. Chaque nouvelle dépense était un coup porté à ma confiance. Parmi ces transactions, il y avait l'achat de parfums d'une rare élégance, des flacons dont je n'avais jamais eu l'intention d'offrir à Stéphanie. À chaque fois que je voyais le nom d'une marque prestigieuse sur un reçu, un doute mortel s'insinuait en moi. Le jour de l'indépendance, une date qui a toujours eu une signification particulière pour notre famille, l'atmosphère était étrangement lourde. Stéphanie, qui d'ordinaire s'est illuminée une pièce de sa présence, était devenue silencieuse et distante, comme si elle s'était enfermée dans une bulle dont je ne pouvais percer le voile. Olivia, notre fille, ne ressemblait plus à l'enfant pétillante que je connaissais. Son comportement était empreint d'une réserve inhabituelle, comme si elle portait en elle un secret trop lourd à dévoiler. Ce jour-là, entre les feux d'artifice et les célébrations, j'ai senti l'ombre d'un mal qui se nourrissait de nos non-dits et de nos peurs. Un mois plus tard, alors que je passais devant l'hôtel Hilton, un établissement luxueux qui semblait sorti d'un autre monde où j'ai été stoppé net par ce que je ne pouvais ignorer, la voiture de Stéphanie était garée devant l'entrée principale. Ce détail m'a immédiatement frappé. Elle était censée être au travail, en réunion, et non en train de se retrouver dans un lieu où l'on s'attend à croiser une clientèle tout aussi huppée. Ce contraste brutal a ravivé en moi la colère et le désespoir qui mijotaient depuis trop longtemps. Dans un accès de rage, et animé par l'espoir que la violence pourrait faire éclater la vérité, j'ai pris une décision que je n'aurais jamais pensé être capable de prendre. J'ai crevé le pneu de sa voiture, convaincu que ce geste, aussi impulsif soit-il, l'obligerait à m'appeler, à me révéler enfin ce qui se tramait dans l'ombre de notre vie commune. Ce moment était à la fois terrifiant et libérateur, j'étais tiraillé entre l'envie de détruire tout ce que nous avions construit et le besoin désespéré d'obtenir des réponses. Mais alors que je m'attendais à ce que le téléphone se mette à sonner, à ce que Stéphanie se précipite pour m'expliquer ses dépenses exorbitantes et ses rendez-vous mystérieux, Olivia est apparue. Ma fille, qui jusque-là semblait avoir accepté son rôle de spectatrice impuissante, s'est interposée avec une détermination que je n'avais jamais vue. Son regard, empreint de peur et de tristesse, m'a fait comprendre que cette situation dépassait de loin une simple infidélité ou des achats inconsidérés. Olivia essayait de calmer la situation, de ramener un semblant de raison dans le chaos qui menaçait d'engloutir notre famille. Dans ce tumulte, je me suis retrouvé face à un dilemme insupportable, continuer sur cette voie destructrice en espérant que la confrontation brutale fût la clé de la vérité, ou écouter ma fille, qui semblait porter en elle la sagesse et la douleur de trop de secrets. Chaque geste, chaque dépense, chaque silence de Stéphanie me renvoyait l'image d'une trahison bien plus vaste que je ne pouvais l'imaginer. Et tandis que le pneu crevé témoignait de ma colère, l'intervention d'Olivia résonnait comme un appel à la raison, un appel à découvrir ce qui se cachait derrière le masque de froideur et de mensonge. Aujourd'hui, je me retrouve seul, déchiré entre le besoin de comprendre et l'incapacité de supporter la douleur d'un amour qui se délite. Les preuves s'accumulent et la trahison semble s'insinuer dans chaque recoin de notre vie. Pourtant, je ne peux m'empêcher d'espérer qu'il y ait encore une explication, une raison qui pourrait, d'une manière ou d'une autre, réconcilier le passé heureux avec la réalité déchirante du présent. Ce que j'ignore encore, c'est si cette colère, cette impulsion de détruire, n'est pas le prélude d'un chemin sans retour. Olivia a tenté de me ramener à la raison, mais la vérité, aussi douloureuse soit-elle, doit être mise au grand jour. Je suis à un tournant décisif, et les prochains instants détermineront si je peux encore sauver ce qui nous reste ou si je dois accepter que certains secrets sont destinés à rester enfouis, trop lourds pour être portés par un cœur déjà brisé. Je ne sais plus à quel moment précis ma vie a commencé à se défaire. Ces derniers mois m'ont plongé dans un tourbillon d'émotions contradictoires, où la douleur du passé se mêlait à l'espoir timide d'un avenir nouveau. C'est dans ce contexte chargé d'incertitude que j'ai reçu une nouvelle qui, d'ordinaire, aurait fait battre mon cœur plus fort. Un matin, alors que je peinais à digérer les événements récents, mon patron m'a convoqué dans son bureau. Le décor habituel du quotidien s'est alors transformé en une scène quasi irréelle. Il m'a annoncé que l'entreprise lançait une nouvelle usine à Miami et que, pour diriger ce projet ambitieux, j'étais destiné à occuper le poste de Chief Technology Officer. Ce rôle, couplé à une augmentation de salaire de 50%, semblait être le signe d'un renouveau inespéré, une bouffée d'oxygène après des mois d'obscurité émotionnelle. En plus de cette promotion, la proposition semblait défier toute logique financière, l'entreprise mettait à ma disposition un appartement de 3 chambres, d'une valeur de $4 000 par mois, gracieusement offert pendant une année entière. Ces avantages représentaient bien plus qu'un simple confort matériel, ils étaient le symbole d'une confiance absolue en mon potentiel, une porte ouverte sur un avenir où je pourrais enfin laisser derrière moi les trahisons et les déceptions accumulées.
Pourtant, cette opportunité se présentait comme un paradoxe cruel. Si l'enthousiasme professionnel devait légitimer un changement radical, il n'en restait pas moins le fait que cette nouvelle vie signifiait quitter l'univers familier, surtout, le foyer que je partageais avec Stéphanie depuis tant d'années. Je savais pertinemment que Stéphanie, attachée à la routine rassurante de Minneapolis, ne verrait d'un bon œil l'idée de s'exiler sous le soleil de Miami. Le froid de notre ville, souvent moqué par ceux qui ne l'avaient jamais connu, avait, pour elle, une forme de tendresse, une part de notre identité commune. J'avais conscience que si je lui annonçais la véritable nature de cette opportunité, elle s'y opposerait avec véhémence, arguant que ce déménagement ne relevait pas de la nécessité professionnelle mais d'un caprice dicté par le désir de fuir le froid. Pour éviter un tel conflit, et peut-être aussi pour me ménager un dernier instant de répit avant d'affronter l'inévitable remaniement de nos vies, j'ai décidé de garder ce secret jalousement. Ainsi, j'ai minutieusement ourdi un plan pour partir après Noël, sans éveiller les soupçons de Stéphanie. Je lui ferai croire que mon déplacement était lié à une obligation professionnelle dans le froid du Minnesota, une destination qui, bien que peu attrayante pour moi, lui serait acceptable dans l'optique de préserver notre routine. Cette ruse, aussi cruelle qu'elle puisse paraître, me paraissait être la seule issue possible pour concilier mon désir de renouveau et l'indispensable maintien d'une apparence de stabilité dans notre couple. Chaque jour qui passait me rapprochait un peu plus du moment fatidique où je devrais quitter cette ville qui, malgré ses souvenirs douloureux, demeurait le seul repère connu de ma vie. Les semaines précédant Noël furent un véritable exercice de dissimulation et de préparation méticuleuse. Je passais des heures à explorer les quartiers de Miami, à m'imaginer dans cet environnement étranger mais si prometteur. Je découvrais les rues animées, les plages dorées et l'effervescence d'une vie qui semblait si éloignée de la monotonie de Minneapolis. Tout en savourant en silence ces instants de rêve éveillé, je devais composer avec le sentiment de culpabilité qui s'insinuait peu à peu. En effet, chaque sourire échangé avec Stéphanie, chaque geste de tendresse me rappelait cruellement que je m'apprêtais à trahir la confiance d'une femme qui avait été mon roc pendant 25 ans. Pourtant, au fond de moi, l'idée d'un nouveau départ prenait le dessus. La proposition de Miami n'était pas simplement une évasion géographique, c'était une renaissance professionnelle et personnelle. Le poste de CTO était l'accomplissement de mes ambitions, la concrétisation d'un parcours jalonné d'efforts et de sacrifices. L'augmentation de 50% représentait également la reconnaissance d'un travail acharné, et l'appartement mis à disposition témoignait de la volonté de l'entreprise de m'accompagner dans cette transition radicale. J'en étais convaincu, c'était l'occasion rêvée de me reconstruire, de laisser derrière moi les cicatrices d'un mariage en délitement et d'embrasser une existence plus épanouissante. Pendant les derniers jours de décembre, l'effervescence des préparatifs de Noël se mêlait à celle de mon départ imminent. J'organisais en secret mes affaires, planifiais chaque détail de mon voyage et m'assurais que personne, surtout pas Stéphanie, ne soupçonnerait rien. À chaque conversation anodine, je prenais garde à ne pas laisser transparaître la moindre hésitation, la moindre once de l'excitation qui me dévorait intérieurement. Je savais que cette double vie serait pénible, que le poids du mensonge et de la dissimulation finirait par ronger mes entrailles, mais l'idée de rester prisonnier d'un foyer devenu oppressant me semblait une souffrance bien plus insoutenable. La perspective de quitter Minneapolis, de laisser derrière moi un passé semé d'amertume, se faisait désormais irrésistible. J'avais choisi de croire que, loin de moi l'idée de renier entièrement mon histoire, cette nouvelle aventure à Miami serait l'occasion de réinventer ma vie, de retrouver la flamme de mes ambitions d'antan. Pendant que Stéphanie continuerait à croire que mon départ était motivé par une nécessité de rester dans le froid du Minnesota, je m'apprêtais à embrasser un futur inconnu mais porteur de promesses. Ce choix, aussi audacieux soit-il, résonnait en moi comme un ultime acte de foi, une tentative désespérée de me libérer des chaînes d'un passé devenu trop lourd à porter. Ce Noël devait marquer la fin d'un chapitre douloureux, et celui-ci débuta de la manière la plus brutale qui soit. La maison, parée de ses plus belles décorations, était supposée être un havre de paix et de retrouvailles familiales. Mais dès mon arrivée, une atmosphère étrange régnait, comme si chaque ornement scintillant dissimulait un secret lourd de trahison. Stéphanie avait organisé ce dîner avec une précision chirurgicale, invitant quelques amis et, curieusement, un ami, qui, en le regardant de plus près, semblait porter les marques d'un autre genre de relation. Je n'avais jamais vraiment accordé trop d'attention à cet homme, Jacques, lorsqu'il avait été mentionné à la légère par Stéphanie. Mais ce soir-là, en le voyant franchir le seuil de notre salon, mon regard fut immédiatement attiré par un détail que je ne pouvais ignorer, il arborait fièrement un maillot des New England Patriots. Ce simple vêtement, symbole d'une appartenance que je ne pouvais expliquer dans le contexte de notre vie, fut comme le déclencheur d'une réaction inévitable.
Le maillot évoquait pour moi l'idée d'un code, d'un message secret, un signe que Jacques n'était pas là par hasard, mais pour assumer une présence qui allait bien au-delà de l'amitié. Au fur et à mesure que le dîner avançait, chaque geste, chaque sourire échangé entre Stéphanie et lui, faisait éclater en moi une colère sourde et inextinguible. Ce n'était plus seulement un dîner de Noël, c'était une scène de théâtre tragique dans laquelle j'étais à la fois spectateur et acteur. L'accumulation de mois de doutes, de découvertes amères et de mensonges soigneusement dissimulés refaisait surface en une succession de flashs lumineux dans mon esprit. Je ressentais en moi une force incontrôlable, une rage qui ne demandait qu'à exploser pour extirper la vérité de cette mascarade. Sans même prendre le temps de réfléchir, je me levai brusquement de ma chaise, la détermination se lisant sur mon visage marqué par des années de désillusion. Avant que quiconque ne puisse intervenir ou me retenir, je m'élançai vers Jacques. Le temps sembla se suspendre pendant un bref instant, le son sourd de mon poing rencontrant sa joue, le regard ahuri de Jacques se transformant en un mélange de surprise et de douleur. Mon cou, porté avec toute la force de la trahison et de l'abandon de mes illusions, fit vaciller l'homme qui se dressait là. Il chancela, perdant l'équilibre dans un mouvement désordonné, et sa chute fut aussi rapide que brutale. La collision de son corps contre une table en verre, une pièce aussi somptueuse qu'insaisissable dans la mémoire de notre foyer, produisit un fracas assourdissant. Le verre se brisa en éclats, projetant des étincelles sur le sol, et je vis que la table, estimée à $2000, était désormais en morceaux. Les éclats se mêlaient à la tension ambiante, chaque fragment reflétant l'éclatement de ce qui semblait autrefois être une vie commune. Des regards horrifiés, des murmures étouffés, et la stupeur qui envahissait la pièce ne firent qu'amplifier la gravité de l'instant. Au milieu du chaos, Stéphanie demeurait figée, ses yeux révélant tour à tour l'incrédulité, la colère et une profonde blessure. Elle se leva précipitamment, tentant de justifier ses choix, mais les mots se perdaient dans le tumulte ambiant. Des appels se firent entendre, et l'inévitable suivit. Jacques, ensanglanté et blessé, fut rapidement pris en charge par les secours, son visage meurtri témoignait de la violence de mon geste. Pendant que l'orage émotionnel éclatait dans le salon, une certitude glaciale s'imposa à moi, il était temps de partir. La maison, qui avait été le théâtre de tant de souvenirs, devenait désormais le symbole d'une trahison irréversible. Sans un mot, sans même attendre que quelqu'un ne tente de me retenir, je me précipitai vers la voiture garée à l'extérieur. Le moteur vrombit sous mes doigts, emportant avec lui toute la douleur, la colère et le désespoir accumulés depuis trop longtemps. Je démarrai en trombe, laissant derrière moi un décor figé dans l'horreur de ce Noël explosé. Chaque kilomètre qui m'éloignait de ce foyer me semblait être un pas de plus vers la liberté, vers une vie où la lumière et la vérité pourraient enfin prendre le dessus sur les ténèbres du mensonge. Mon esprit, déjà tourné vers l'avenir, ne pouvait s'empêcher de penser à Miami, à cette promesse de renouveau qui avait commencé à poindre au loin. J'avais fui non seulement un foyer en ruine, mais aussi l'amertume d'un passé qui ne pouvait plus être réparé. Au volant, dans le silence de la nuit, les échos de la soirée résonnaient encore en moi. Le fracas de la table brisée, la douleur de Jacques, la trahison évidente dans les regards de Stéphanie, tout cela formait une mosaïque douloureuse qui marquait un point de non-retour. Je n'avais laissé aucune explication, aucune chance de rédemption ou de retour en arrière. Ce départ était définitif. Alors que les lumières de la ville se transformaient en points lointains dans le rétroviseur, je sentais une étrange forme de libération. Ce Noël, qui devait être un symbole de chaleur familiale et de réconciliation, s'était transformé en un déclencheur brutal d'un changement de vie radical. Mon cœur, meurtri mais déterminé, ne regardait qu'à l'avenir, à Miami, où le soleil promettait de panser mes blessures et d'ouvrir une nouvelle voie. Je savais que le chemin serait long et semé d'embûches, mais il était le seul à pouvoir m'offrir la chance de reconstruire ce qui avait été brisé, en commençant par moi-même. Je n'aurais jamais imaginé qu'un nouveau départ pouvait s'accompagner d'une telle renaissance. Arrivé à Miami, j'ai découvert une ville qui, dès le premier instant, semblait vouloir balayer les ombres de mon passé. Le soleil, omniprésent et réconfortant, diffusait une chaleur qui apaisait mes blessures tandis que l'air salin portait avec lui la promesse d'un renouveau. Dès mes premiers pas dans ce décor tropical, j'ai senti en moi l'envie irrépressible de reconstruire ma vie, de laisser derrière moi les trahisons et les douleurs accumulées. Très vite, j'ai su m'adapter à ce nouvel environnement, et la magie de Miami a opéré. Les visages amicaux, les sourires spontanés et les discussions légères dans les cafés du coin m'ont permis de me sentir accueilli et, surtout, compris. Mon appartement, que j'ai eu la chance de trouver dans un complexe moderne et dynamique, se situe à peine 1 kilomètre de l'océan. Chaque matin, je me réveille au son apaisant des vagues et à la vue d'un horizon infini qui semble inviter à la méditation.
Je passe des heures à marcher le long de la plage, les pieds nus sur le sable tiède, à contempler le balai incessant des marées. Ces moments de solitude, bercés par la douceur du climat et l'immensité de la mer, m'offrent une parenthèse de paix dans laquelle je peux enfin respirer et laisser les souvenirs douloureux s'effacer petit à petit. Ce qui m'a surpris le plus dans ce complexe, c'est l'ambiance singulière qui y règne. Il s'avère que l'endroit attire un nombre étonnant de femmes célibataires, dont l'énergie et l'enthousiasme semblent se conjuguer avec la vivacité de la ville. Très vite, j'ai découvert que mes talents de réparateur, acquis au fil des années dans un environnement professionnel souvent stressant, étaient ici particulièrement appréciés. Qu'il s'agisse de réparer une porte capricieuse, d'ajuster une serrure défectueuse ou de remettre en état un vieux système de chauffage, mes compétences ont trouvé un écho favorable auprès des résidentes. Leurs demandes, parfois ponctuées de plaisanteries et de sourires complices, m'ont permis non seulement de tisser de nouvelles amitiés, mais également de redécouvrir une facette de moi-même que j'avais longtemps mise en veille. Dans ces moments-là, je me sentais utile, compétent, et surtout respecté pour ce que j'étais. Pourtant, au cœur de cette effervescence nouvelle, un appel inattendu a ravivé des sentiments que je pensais avoir enterrés. Un après-midi, alors que je prenais une pause sur le balcon de mon appartement et que je laissais mon regard se perdre sur les flots scintillants, mon téléphone s'est mis à vibrer. C'était Olivia. Ma fille, qui depuis mon départ précipité avait gardé le silence, m'a appelé d'une voix hésitante, mais emplie de sincérité. Dans un élan qui m'a pris au dépourvu, elle a présenté des excuses pour son comportement passé, reconnaissant, avec une maturité nouvelle, qu'elle avait longtemps nourri de la colère et de la confusion, due aux agissements de sa mère. Olivia m'a confié qu'elle avait finalement compris que Stéphanie nous avait trahis tous les deux, que ses mensonges et sa duplicité avaient semé la discorde dans nos vies. Ces paroles, chargées de regrets et d'un désir évident de renouer le lien familial, ont été pour moi comme une bouffée d'air frais, une lueur d'espoir dans ce chemin encore incertain. Cette conversation a marqué un tournant décisif dans ma nouvelle vie. Je me suis rendu compte que, malgré la douleur du passé, il existait encore la possibilité de reconstruire des ponts avec ceux qui m'étaient chers. Les excuses d'Olivia n'étaient pas simplement des mots prononcés au téléphone, elles représentaient un premier pas vers la guérison, vers une réconciliation qui me semblait indispensable pour avancer. Nous avons convenu de nous retrouver bientôt pour parler face à face, et j'ai senti en elle la même envie de mettre fin au malentendu qui avait trop longtemps pesé sur notre relation. Aujourd'hui, assis sur le balcon de mon appartement baigné de lumière, avec l'océan à un jet de pierre, je savoure la sérénité retrouvée. La chaleur de Miami, le bruit apaisant des vagues et les liens que j'ai su tisser ici m'offrent la possibilité de redéfinir qui je suis et ce que je veux devenir. Chaque jour est une invitation à se laisser porter par le courant, à embrasser l'inattendu, et à croire que, malgré les épreuves, la vie sait toujours offrir de nouvelles opportunités. Les souvenirs douloureux de Minneapolis, de trahison et de nuits d'angoisse, semblent désormais appartenir à une époque révolue, un passé sur lequel je n'ai plus prise. Je poursuis mes journées entre réparations improvisées pour des voisines reconnaissantes, discussions animées et instants de contemplation sur la plage. L'équilibre que je parviens à instaurer entre mon travail et ma vie personnelle m'apparaît comme une victoire sur le chaos du passé. Et lorsque je repense à la soirée tumultueuse qui m'avait contraint à fuir, je réalise combien cette fuite était nécessaire pour que je puisse me retrouver et enfin écouter mon cœur. Chaque appel d'Olivia, chaque moment passé au bord de l'océan, chaque sourire échangé avec mes nouvelles amies me rappelle que la vie, malgré ses détours imprévus, est faite de secondes chances. J'apprends, jour après jour, à faire confiance à l'avenir, à accepter mes blessures pour mieux avancer vers un horizon où l'espoir et la possibilité de rédemption se mêlent dans la lumière du soleil tropical. Mon cœur, lentement mais sûrement, se reconstruit, et je choisis désormais de regarder vers demain avec gratitude et optimisme, convaincu que même après les tempêtes les plus violentes, le calme et la beauté d'une nouvelle aube ne sont jamais bien loin. Je ne savais plus vraiment où se trouvait la frontière entre la vengeance, la douleur et l'acceptation. Les événements se succédaient à un rythme effréné, et il m'était désormais impossible d'ignorer le destin implacable qui semblait sceller la chute de Stéphanie. Tout avait commencé à s'effriter lorsque j'appris que Jacques, cet homme que j'avais cru n'être qu'un traître de plus dans l'histoire de notre désintégration, portait en lui une menace insidieuse. Non seulement était-il l'architecte de notre déchéance, mais il s'avéra être porteur d'une infection sexuellement transmissible. Cette révélation fut pour moi une ultime preuve de la duplicité qui gangrenait tout ce qui touchait à sa vie. Je ne pouvais m'empêcher de me demander si tout n'était pas orchestré pour nous mener, Stéphanie et moi, à une conclusion aussi inévitable que désastreuse. La nouvelle fit rapidement le tour de son milieu professionnel. Bientôt, ses collègues découvrirent la liaison, et l'ombre de la honte s'abattit sur elle.
dans un instant, la réputation méticuleusement bâtie au fil des ans fut irrémédiablement compromise. Ce scandale public ne laissa aucune place à la discrétion, les murmures, les regards fuyants, et l'isolement qui s'ensuivit témoignaient d'une chute brutale. Je me souviens encore des appels téléphoniques précipités, des échanges de messages enflammés où l'on évoquait son comportement et ses choix, transformant ce qui aurait dû être une affaire privée en un véritable drame médiatique. Pour elle, il n'y avait plus d'échappatoire, chaque jour était désormais une lutte pour effacer l'aveu de ses trahisons. Face à l'effondrement de sa vie professionnelle, Stéphanie n'eut d'autre choix que de tout recommencer. Elle changea de travail, espérant ainsi échapper aux stigmates d'une liaison malheureuse, et déménagea à Miami, non par un coup de tête, mais pour être plus proche d'Olivia, sa fille, qu'elle avait négligée au fil des années. Ce déménagement fut pour elle une tentative désespérée de reconstruire une image, de se rapprocher de celle qu'elle considérait comme sa dernière chance de rédemption. Olivia, de son côté, bien que blessée par tant de mensonges, semblait trouver dans ce changement une lueur d'espoir. Peut-être était cela une manière pour Stéphanie de réparer ses erreurs en essayant de renouer avec sa fille, et de regagner, qui sait, une once de respect et d'amour que j'avais autrefois cru acquis. À force de vouloir recoller les morceaux d'un passé qui ne pouvait plus être réparé, Stéphanie se tourna vers moi, espérant retrouver ce que nous avions perdu. Nos retrouvailles, marquées par une tension palpable, furent à la fois intenses et désespérées. Nous avons repris notre relation physique, comme si le simple contact pouvait effacer des années de douleur et de trahison. Pourtant, dès lors, une vérité s'imposa à moi, les blessures, aussi profondes soient-elles, ne se referment jamais complètement. Tandis que je tentais de donner à ces instants une signification, je continuais de chercher ailleurs une forme de liberté que je ne retrouvais plus en elle. J'étais devenu un homme déchiré entre le besoin de réconfort et celui d'indépendance, entre l'ombre d'un passé commun et la lumière d'un avenir que je voulais désormais explorer sans entrave. Mes nouvelles conquêtes, ces rencontres spontanées et éphémères avec d'autres femmes, étaient devenues une échappatoire. Elles me rappelaient que la vie pouvait encore être douce, que la passion et l'excitation n'étaient pas réservées à ceux qui vivaient dans les chaînes d'un passé révolu. Je n'éprouvais plus la même nostalgie que jadis. Ce n'était pas tant une question d'amour que de survie, une manière de m'affirmer face à une réalité qui avait laissé des cicatrices indélébiles. La relation avec Stéphanie était devenue une sorte de rappel constant de nos échecs, de nos trahisons respectives et de cette incapacité à réapprendre à se faire confiance. Chaque rencontre, chaque étreinte, portait en elle la lourdeur d'un passé qui refusait de s'effacer, même si, en apparence, nous tentions de l'ignorer. Stéphanie, dans sa quête acharnée pour regagner ma confiance, se montrait plus vulnérable que jamais. Ses efforts, quoique sincères, étaient empreints d'une honte inavouable. Elle me suppliait parfois de lui offrir une seconde chance, de voir en elle ce qui restait de la femme que j'avais aimée autrefois. Mais je ne pouvais m'empêcher de voir en elle l'ombre de ses erreurs, la marque indélébile de ses choix irréfléchis. Le reflet de Jacques, non seulement par sa trahison mais par cette maladie insidieuse, hantait désormais chacun de nos moments intimes. J'observais, impuissant, comment elle essayait de se racheter en se reconstruisant, en se rapprochant d'Olivia, en changeant de vie, mais je savais que certaines cicatrices ne guérissent jamais totalement. Au fil du temps, notre relation reprit une cadence qui oscillait entre passion et désillusion. Les retrouvailles étaient ponctuées de gestes tendres, certes, mais toujours teintés d'une amertume que ni l'un ni l'autre ne pouvait complètement dissiper. Pour moi, il n'y avait plus de retour possible à une complétude d'antan, et chaque nouveau baiser, chaque caresse, me rappelait que je vivais désormais dans un monde où la rédemption n'était qu'une illusion fragile. Malgré tout, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une certaine tristesse en voyant Stéphanie s'enfoncer dans une spirale dont elle avait elle-même contribué à la construction. La fin honteuse de Stéphanie était devenue une réalité implacable, une conséquence de choix qui ne pouvaient être oubliés, aussi longtemps que le temps existerait. Aujourd'hui, je vis à Miami, libre et pourtant hanté par le souvenir d'un passé trop lourd à porter. Ma vie se construit entre ces rencontres multiples, ces instants volés à la monotonie d'un quotidien trop prévisible, et le souvenir amer d'un amour qui s'était transformé en un enchevêtrement de trahison. Même si, parfois, je repense à Stéphanie avec une once de compassion, je sais pertinemment que certains chemins se séparent pour ne plus jamais se rejoindre. Les éclats de notre histoire résonnent encore en moi, me rappelant que, malgré les efforts de réconciliation, il est impossible de revenir en arrière une fois que le cœur a été brisé au-delà de toute réparation. Je me rends compte aujourd'hui, avec une clarté qui m'étonne encore, que l'amour que je portais autrefois à Stéphanie s'est éteint, comme une flamme qui a fini par se consumer sous le poids des mensonges et des trahisons. Les souvenirs de notre passé, aussi précieux qu'ils aient pu être, ne suffisent plus à ranimer un sentiment qui a lentement disparu.
Je me souviens encore de la douleur des derniers instants, de cette confrontation qui a mis fin à une époque de mon existence. Pourtant, même si je ressens parfois la nostalgie de ce qui fut, mon cœur ne bat plus pour elle. J'ai appris à accepter que certains chapitres de la vie doivent se refermer pour que l'on puisse enfin écrire de nouvelles pages. La véritable révolution s'est opérée lorsqu'Olivia, ma fille, a décidé de franchir un pas décisif et de venir vivre avec moi à Miami. Cette décision, qui paraissait presque miraculeuse au départ, a transformé mon quotidien de manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Chaque jour, en partageant mon appartement baigné de lumière et à un jet de mer, nous avons tissé un lien plus fort que jamais. Ensemble, nous avons redéfini ce que signifiait être une famille, non plus une construction fragile faite de promesses non tenues, mais une union sincère bâtie sur la compréhension, le soutien et l'amour inconditionnel. Olivia, avec sa sensibilité et sa maturité, a su m'aider à retrouver une part de moi-même que j'avais perdue dans le tumulte du passé. Les échos du passé ne tardèrent pas à revenir frapper à ma porte. Stéphanie, consciente de la solitude qu'elle avait elle-même semée, s'est présentée à nouveau, implorant une seconde chance. Elle s'excusait, suppliait presque, espérant que le temps adoucirait les blessures et que l'amour d'antan pourrait renaître de ses cendres. Mais j'avais changé. En la regardant, j'ai senti que toute la douleur accumulée au fil des années ne pouvait plus se dissoudre en de simples paroles. D'une voix ferme et posée, j'ai répondu « Je te vois tel que tu es. Je ne suis plus l'homme que j'étais avant. » Ces mots, chargés de toute la gravité de mon parcours, étaient la clôture définitive d'un chapitre qui ne pouvait être réécrit. Ces quelques phrases marquèrent un tournant décisif dans ma vie. J'avais enfin compris que je ne pouvais pas, et ne voulais pas, me laisser entraîner à nouveau dans une spirale destructrice. Il ne s'agissait pas de dédaigner le passé ou d'en oublier les leçons, mais de reconnaître que mon évolution personnelle ne pouvait se faire en restant prisonnier d'un amour qui ne me nourrissait plus. J'avais cherché, durant longtemps, à combler le vide laissé par les déceptions auprès d'autres femmes, espérant y trouver un écho de ce qui avait disparu. Mais petit à petit, j'en suis venu à comprendre que ces conquêtes n'étaient que des substituts éphémères à un salut véritable qui ne pouvait venir que de l'intérieur. À Miami, sous le soleil éclatant et le murmure incessant des vagues, j'ai appris à me reconstruire. Chaque matin, en observant le lever du soleil depuis mon balcon, j'ai ressenti une paix intérieure que je n'avais jamais connue auparavant. Je ne cherchais plus à fuir mes blessures par des aventures sans lendemain, je voulais désormais les transcender. J'ai renoué avec des passions oubliées, redécouvert le plaisir de la méditation, et me suis plongé dans la lecture et la contemplation de la vie. Ce chemin de reconstruction, bien que semé d'embûches et de souvenirs douloureux, m'a permis de comprendre que la véritable force réside dans l'acceptation de soi et dans la capacité à évoluer. Loin des tumultes d'un passé révolu, j'ai trouvé dans cette nouvelle vie une véritable victoire. Mon cœur, autrefois hanté par les regrets et les déceptions, s'est enfin ouvert à une existence plus authentique. Olivia, avec sa présence apaisante et son regard sincère, est devenue la compagne de route indispensable dans cette quête de renouveau. Ensemble, nous avons transformé notre quotidien, partageant des moments simples, une tasse de café sur le balcon, des balades sur la plage, ou de longues discussions à la lueur du crépuscule qui nous rappellent sans cesse la beauté d'une vie réinventée. Chaque jour, en regardant mon reflet dans l'eau calme de l'océan, je me rends compte que j'ai franchi une étape importante. Je ne me sens plus l'homme vulnérable et dépendant que j'étais autrefois. J'ai appris à écouter la voix intérieure qui me guide, à apprécier la solitude comme une alliée plutôt qu'un fardeau. J'ai cessé de courir après des consolations éphémères et j'ai trouvé, en moi-même, la paix que j'avais longtemps recherchée ailleurs. Les rencontres passées, les liaisons qui n'étaient que des tentatives maladroites de combler un vide, se sont dissipées dans l'immensité d'une vie que je me construis sur des bases solides. Quand je repense aux suppliques de Stéphanie, à la douleur et au regret qui l'avaient conduite jusqu'à moi, je ne ressens plus que la certitude d'avoir fait le bon choix. Je l'ai regardée dans les yeux, et je lui ai montré que j'avais évolué, que mon chemin n'était plus celui d'un amour désespéré, mais celui d'une quête de sérénité et d'authenticité. Je te vois tel que tu es. Je ne suis plus l'homme que j'étais avant. Ces mots résonnent encore en moi, comme une déclaration d'indépendance et de paix retrouvée. Aujourd'hui, je continue de marcher sur ce nouveau chemin, un chemin où la victoire n'est pas une conquête extérieure, mais une victoire intérieure sur les démons du passé. Mon cœur est en paix, et je n'ai plus besoin de chercher le salut auprès d'autrui pour combler ce qui a été brisé. La véritable guérison est venue lorsque j'ai compris que je pouvais trouver en moi la force de me relever, de m'aimer et de vivre pleinement, sans attendre que quelqu'un d'autre vienne réparer ce qui était cassé. Je suis Michael, et ma victoire est celle d'un renouveau,
d'une transformation personnelle qui me permet de regarder l'avenir avec espoir et sérénité. Mon passé reste un témoin silencieux des leçons apprises, mais il n'est plus le maître de mon destin. Avec Olivia à mes côtés, j'ai redéfini les contours d'une vie où la paix intérieure prime sur les illusions d'un amour passé. Chaque jour est une nouvelle opportunité de célébrer la liberté de s'aimer soi-même, de se pardonner et de continuer d'avancer, fort de mes expériences et de la certitude que le bonheur se trouve en moi.